Demeddenol, make more pers dan Canal Alzau, Astrolat Pobelvreis, per Wegom Sobro, Liger Atlantel. Donc j'ai appelé ma chronique sur cette tribune le cancer républicain français. Parce que c'est un cancer qu'il s'agit. Je vais essayer de vous détailler succinctement le processus d'affaiblissement du sentiment national breton en Loire-Atlantique. Du moins des actes mis en pratique dans cette optique par les cénacles parisiens. On va partir d'une date précise, 1789. Donc en 1790, création de la Loire inférieure, mélange d'une partie de la province du latin provincia, division déjà de Bretagne, d'enclave d'Anjou et de paroisse poitevine. Donc bien d'un démembrement de la Bretagne historique. On rajoute à cela les massacres et le génocide des peuplades de l'Ouest. Tout devient plus simple pour la République. Alors 1793, la Loire inférieure est divisée en districts. 1800, les districts deviennent des arrondissements, qui eux-mêmes sont transférés, voire supprimés, voire rétablis, sur quelle base? Mystère. 1941, un décret du gouvernement de Vichy crée des régions économiques, d'ailleurs antagonistes. La Loire inférieure est rattachée à la région dite d'Angers. Ces mêmes régions économiques qui furent dissoutes en 1945. Donc 55, création de régions de programme, la Loire inférieure entre en Pays de la Loire. Tout ça, c'est schématisé, quoi. Donc 1957, la Loire inférieure devient la Loire-Atlantique. D'ailleurs, en ce moment, les Jacobins ne sont-ils pas en train de changer les noms de certaines régions sans vote du peuple? Un exemple, la Picardie n'est-elle pas devenue Hauts-de-France? Il y en a d'autres qui vont arriver, hein, mais... En gros, on se retrouve avec la Belgique qui a les Pays-Bas au nord et les Hauts-de-France au sud. Et après, on ose venir nous parler de Black Belge. À quand chez nous? Au moins l'occasion pour nous de ressortir le bonnet du rue. Ce sera une bonne occasion. Donc vivant en Loire-Atlantique, je suis sous suivi médical car je porte une maladie virale, la ligériose. D'ailleurs non remboursée par la Sécurité sociale. Si d'ailleurs quelqu'un dans la salle a le remède, qui n'hésite pas, je prends. Et je ne suis pas tout seul, hein. Il y en a quelques-uns. Donc ligérien, nouveau terme utile de propagande. D'ailleurs quelques chiffres pour appuyer un petit peu mes propos. Donc 2004-2009, plus 157% de dépenses de communication de la région des Pays de la Loire. Plus de 23 millions d'euros. Marché public pour le magazine d'information des Pays de la Loire, près de 5 millions d'euros en 2007. À faire pâlir d'envie le directeur de publication de Varrock ici présent. 5 millions d'euros. Une étude du magazine Capital qui dénonçait en 2012 un budget de communication qui dépasse celui de l'Île-de-France. Alors le changement des noms de communes, autre méthode de déracinement sous couvert d'amélioration économique, nom de région, nom de commune, quelle est la prochaine étape? Donc les nouvelles communes en 2016 en Loire-Atlantique, ce qui est valable pour l'ensemble de la Bretagne et l'ensemble de l'Hexagone. Donc je vous ai fait un petit suivi de toutes les communes pour 2016. Alors le Fresnes-sur-Loire, qui devient Ingrande, le Fresnes-sur-Loire, et rentre en Anjou. Mais reste dans l'intercommunalité du pays d'Ancenis en Loire-Atlantique. Arton-en-Ré, chez Méré, devient Chaumes-en-Ré. Il y a un nouvel habitant, c'est pour ça que... Donc maintenant, tu vas habiter à Chaumes-en-Ré. Bourgneuf-en-Ré, Fresnay-en-Ré, devient Villeneuve-en-Ré. Machecou, Sainte-Mème-le-Tenu, devient Machecou-Sainte-Mème. La commune chère à Rénal-Séché, la Chapelle-Basse-Mer, Barbechat, devient Divade-sur-Loire. Saint-Herblon-Annette devient Vers-sur-Loire. Et alors la palme du délire jacobin, Véligné, La Rouxière, Varade, la Chapelle-Saint-Sauveur devient Loire-Auxence. Bref. Alors à l'école aussi, et surtout à l'école, un exemple significatif de la pensée jacobine. Une conclusion d'un séminaire sur les assises régionales du développement durable de 2008-2009. On y entend ceci de la part d'un édile des Pays de la Loire. De faire rentrer dans les écoles le journal des Pays de la Loire, dans les écoles, et d'y ajouter des rubriques pour favoriser, dès le plus jeune âge, une identité ligérienne. Donc tout est dit. Alors il y a un autre procédé républicain pour dissoudre le sentiment d'appartenance à un peuple, à un territoire, c'est le remplacement de population.
Alors j'ai quelques chiffres de 2016 en Loire-Atlantique. Donc pour 2016, 14 450 nouveaux habitants par an. Et c'est pas en 2016, 14 450 nouveaux habitants par an, donc entre 2008 et 2013. Donc ça fait 72 750 habitants, avec un solde migratoire largement positif, 60%. Donc plus de gens qui arrivent que de natifs. Mais la question est d'où viennent les nouveaux habitants de Loire-Atlantique. 37% de Bretagne ou de territoires voisins. 17% venant d'Île-de-France et 46% donc viennent de tout l'Hexagone. Donc un ratio de 37% de gens proches culturellement, voire de voisins de la Loire-Atlantique, contre 63% de gens venant de France profonde, et cela tous les ans. Alors le visage, pour le prouver, le visage de nos grandes villes vous le rappelle quotidiennement. Nantes a ses quartiers africains, arabes, que sais-je encore. Châteaubriand, la ville turque de Bretagne. Et puis pour la grivoiserie, j'ai rajouté la Baule, la bourgeoise de Paris. Donc, je vais vous parler un peu d'histoire vécue. Pareil, ça fait partie du peuplement, du remplacement de population. Alors, en parlant de l'immigration de peuplement, je voudrais quelques instants vous parler d'événements vécus sur Nantes par des membres de Dazao. Tout d'abord, de Farzan Al-Liza. Tout le monde a entendu parler. Que leur adversaire djihadiste appelle communément les soldats de pizza. Ce qui est vrai. Même entre eux, il y a des inimitiés. Deux de ses membres, dont le leader, encore en prison à l'heure actuelle, sont de Couéron. Il y en a un qui est en prison, l'autre y est toujours. Et son voisin d'un adhérent qui est d'ailleurs ici. Donc le monde est décidément... Il est en prison. Donc, le monde est décidément petit d'ailleurs. Celui qui est libre fait toujours ses courses au Super U. Tranquillement. Le djihad. La vie continue, quoi. Bref, une fameuse vidéo de télé, reportage d'envoyé spécial, nous montre à l'époque les membres de Farzan Al-Liza s'entraîner à la guerre dans un entrepôt de Rezé, au paintball. Les anciens abattoirs de port de la ville de Rezé-les-Nantes. Sur cette vidéo, on voit aussi ces valeureux soldats du djihad dans leur voiture passer devant le château des ducs de Bretagne. Et on entend l'un des deux dire « Le château des Koufars, demain il sera à nous ». C'est un reportage d'envoyé spécial. Vous allez sur internet, vous le trouvez. J'ai rien inventé. Alors, personnellement, j'ai travaillé chez Liès et Badge. Tout le monde connaît, je pense. Le fameux boucher nantais. Vous avez été bouché. Il y avait une boucherie à Rezé, c'est l'arrêt de tram. Donc, et ces fameuses femmes au niqab. Alors, il habite toujours au même endroit, à Rezé-les-Nantes. À l'époque de sa folie médiatique, la mairie de Rezé-les-Nantes se défendait, dans la presse, de les loger dans les HLM. Pourtant, moi, je vous l'affirme, comment on peut loger dans 3 maisons contiguës 3 de ces femmes au même endroit sur un lieu qui compte 6 maisons? Un hasard? Sans que la mairie le sache, ou alors les a-t-elle rassemblées? Moi je vous le dis, parler à quelqu'un qui est voilé intégralement, ça fait froid dans le dos, c'est une expérience. Alors quand il y en a 3, et de toute façon, ils habitent toujours au même endroit. Alors j'ai vécu une autre expérience, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes sur l'Atlantique, surtout sur Nantes. Le quartier de Saint-Joseph à Nantes. Je vaguais à mon travail, et une cliente m'ouvre, je rentre, stupeur, niqab, intégral, ganté. Une européenne, je l'ai reconnue à ses yeux bleus. Donc, alors on discute et je lui glisse tranquillement, excusez-moi, je reviens. Bon, je finis mon travail et je passe chez le voisin, un ancien, donc on discute et je lui glisse tranquillement, choqué. La voisine à côté, c'est quand même bizarre. Bon, vous trouvez pas que... Et le voilà qui commence à me raconter son histoire, l'histoire de la voisine. L'ancienne institutrice de maternelle à Saint-Jean, dans un quartier de Nantes, qui du jour au lendemain rencontre une chance pour la France. Régulièrement, il lui met sur la gueule. C'est le voisin, donc tous les soirs, il l'entendait. Résultat, elle a tout quitté, donc elle aime ça. Alors le voile intégral, la conversion, la soumission, c'est du vécu. Hein. Voilà. Donc, je reviens à mon texte de base. Alors la machine républicaine,
implacable, méticuleuse, détruit les territoires comme l'histoire autant que les idées. Ceci de manière à rendre les peuples ignorants et déracinés. Cette idéologie a aussi ses idiots utiles, grassement rétribués, comme mis en avant par la presse. Alors on va commencer par les associations. Assamba, FASTI, CIMAD, LDH, Collectif UCIGE et tant d'autres pollueurs spécialisés dans l'aide aux migrants et sans-papiers pour tous les problèmes de travail, logement, papier, orientation ou pour diverses autres solutions. Il y a aussi les organismes d'État, les foyers CADA. Adzao s'était d'ailleurs mobilisé en 2005 après Faye, j'en faisais partie. On est toujours en avance. France Terre d'Asile, CNDA, ADOMA, Forum Réfugiés, Sonacotra, AFTAM, Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrants, Centre d'émargement et de réinsertion sociale qui sert surtout pour qui vous savez. Les organismes HLM aussi. Alors on a un exemple récent à Saint-Nazaire, un militant qui a été relogé ailleurs et les logements ont été refaits à neuf pour y loger des migrants, rue des Fauvettes pour être précis. Des habitants aussi veulent des migrants. Un exemple, l'initiative CALM, C-A-L-M, comme à la maison. Ils ont de l'humour. Cela est parti d'un constat. Les réfugiés statutaires ont des droits, notamment celui de travailler. Bah voyons, dans un pays de près de 10 millions de chômeurs ou précaires. Ou encore la structure Aider les réfugiés qui développe et organise l'hébergement chez l'habitant. Alors les mairies aussi, un exemple comme ça, celle de Nantes, qui a offert des bungalows tout neufs pour y installer des Roms sur le port. Il existe toujours. Hein. D'ailleurs le problème Rom est depuis 10 ans régulièrement remis à la une des médias. Il y a des camps partout autour de Nantes. Dès qu'il y a un parking de libre, on les déplace sans cesse, de parking en prairie, sans rien résoudre. Moi j'ai la solution, hein, la rémigration. Et il n'y aura plus de problème. Excusez-moi. D'ailleurs, les médias en ont fait l'écho encore, mais ça fait 10 ans. Et ici, il n'y a pas qu'à Nantes. Là, je vous parle de Nantes, mais c'est partout, quoi. C'est hallucinant. Donc, il y a aussi la presse d'État. La presse d'État, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, quoi, qui communique à longueur de colonne sur les actions, idées ou réseaux d'extrême gauche. Ouest Torchon, Telegram, on en a parlé ce matin. Ils sont tous liés, de toute façon. La Fondation Abbé Pierre aussi, avec Emmaüs, ne sert plus beaucoup les nôtres, elle aide surtout les autres. Mais n'oublions pas les traîtres suprêmes, l'Église de Vatican II, à travers ses presbytères, ses centres de vie comme à Vertou, Nantes, Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire, Préfaille, Saint-Nazaire, Rezé-les-Nantes et tant d'autres relais épiscopaux, ils sont à la pointe pour l'accueil des migrants. De toute manière, à partir du moment où on accepte l'occupation de ces lieux de culte, par l'autre, je pense qu'il n'y a plus rien à espérer de ce côté, malheureusement. Je terminerai mon temps de parole avec une déclaration de Sire Jacques Auxiette à propos de la réunification de la Bretagne. Ce serait une forme d'annexion des temps modernes, une forme de colonisation que je ne pourrais accepter. Et bien moi, Sire Auxiette, ce que je peux vous dire, c'est que la Bretagne braise, c'est le sang qui coule dans nos veines, c'est le rire de nos enfants sous la drachée. C'est ce qui sera toujours le phare de nos déracinés et la vigie de nos enracinés. C'est tout ce que nos ancêtres nous ont légué, et cela, vos mensonges de colons ainsi que vos placards publicitaires sur sacs et t-shirts, ils ne changeront rien. Pays de la Loire, pays sans histoire, pays nantais, pays breton, pays de la Loire, va te faire voir. Ce gars Evras. Evras de Braise. Que nos peuples n'existent pas. Mais en vérité, c'est une inversion accusatoire. Parce que c'est le peuple français qui n'existe plus. La France, c'est l'Hexagone. Et l'Hexagone n'existe pas. L'Hexagone s'est construit sur le dos des peuples bretons, alsaciens, basques, occitans, pour ne citer qu'eux. Si bien que, si demain, ces peuples faisaient sécession avec le pouvoir central, il n'y aurait plus d'Hexagone. La France, c'est un État sans peuple. Nous sommes des peuples sans État. La France s'autoproclame patrie des droits de l'homme, mais en vérité, elle nie
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce qu'elle a toujours préféré le droit des mêmes à disposer des peuples. Alors, si l'Hexagone est une illusion, quelque part on peut dire que l'identité française, elle aussi, est une illusion. L'identité française, c'est un spectre qui a hanté nos patries charnelles grâce à sa langue, mais concrètement c'est du vent. Parce que la culture française est une culture écrite. Qui dit culture écrite dit culture de bourgeois, culture de caste. Une caste qui tient les rênes, parce que sa vision du monde n'est absolument pas méritocratique. Ils embrouillent tout le monde avec leur langue ultra complexe, conçue pour eux-mêmes et par eux-mêmes, si bien que il n'y a pas d'esprit de corps en France. Et tout le monde, quelque part, est un peu français à sa manière. Nous ne sommes pas français. Nous sommes juste francophones. Et cette francophonie, finalement, c'est l'ironie du sort. C'est grâce à cette francophonie que l'on peut communiquer aujourd'hui entre peuples qui, au départ, n'ont pas la même langue. Alors, certains Français ne supportent pas l'idée d'entendre parler d'indépendance. Ils ne supportent pas l'idée que l'on ne les considère pas comme des exemples. Ils ne supportent pas l'idée que l'on veuille se séparer d'eux. Mais cette France-là est semblable à une femme possessive. Elle n'aime pas, elle veut être aimée. Elle veut qu'on l'amuse, elle veut des compliments, elle veut bien qu'on la surprenne agréablement, mais à condition d'être toujours au centre de l'attention. C'est ça la France. Alors, si l'Hexagone est une illusion, si l'identité française est une illusion, quelque part, le nationalisme français aussi est une illusion. Bien qu'il compte des éléments brillants et lucides, il n'en reste pas moins en apesanteur, parce que on en voit certains parler de réconciliation avec les descendants d'immigrés, mais en réalité, la première réconciliation, c'est celle que l'on fait avec son propre peuple, en premier. Qui dit patriotisme dit forcément enracinement. Un patriote, c'est quelqu'un qui est enraciné, ou bien quelqu'un qui aspire à être enraciné, se réenraciner. Mais pour être véritablement enraciné dans l'Hexagone, il faut se sentir issu de ces fameuses patries charnelles sans lesquelles l'Hexagone n'existerait pas. Si bien que le nationalisme français a beau vouloir être patriote, mais leur patriotisme empiète sur nos patriotismes à nous, quelque part. Leur nationalisme à eux ne peut pas aller au-delà de leur fantasme de déraciner. Parce que on ne peut pas être anti-mondialisme tout en ne jurant que par la République jacobine. Parce que la République jacobine, c'est le mondialisme à l'échelle hexagonale. Alors, certains Français belliqueux nous gonflent avec le passé glorieux de leur empire. Ils oublient que sans la participation des Corses, entre autres, leur empire n'aurait pas été aussi glorieux. Ils oublient souvent l'origine de leur empereur. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que cette France-là, aujourd'hui, est colonisée par les descendants de leurs anciennes colonies, de ces anciennes colonies. Et quand ils se baladent dans leurs banlieues pourries, ils se le rangent dans la poche, le passé glorieux de leurs ancêtres, parce qu'ils baissent les yeux au quotidien devant les immigrés. Pour eux, il n'y a pas de peuple corse, pas de souci. Mais chez nous, l'honneur de nos ancêtres fait que l'on garde la tête haute devant les étrangers. Et on a envie de leur dire, à ces Français arrogants, qu'avant de parler de la Corse, il ferait mieux de récupérer leur Seine-Saint-Denis. Parce que chez nous, ce modèle de société où règne délinquance et incivilité, dû essentiellement à l'immigration,
n'est pas prêt de prendre forme. Comme l'a expliqué mon camarade. Et l'un des événements qui illustre un peu le fossé qui existe entre les hexagons, c'est les tenants du concept hexagonal, et les Corses, c'est donc les jardins de l'empereur, où on a vu donc des racailles étrangères agresser violemment des pompiers le soir de Noël. Entre nous, il faut vraiment avoir un QI bridé à 70 pour oser s'attaquer à nous le soir de Noël sur une terre encore imprégnée de christianisme. Mais bon. Et comme l'a expliqué mon camarade, fait unique en Europe de l'Ouest, on a vu la population autochtone se mettre en colère et aller demander des comptes directement dans leur quartier. Alors on a reproché des propos racistes, on a reproché de faire des amalgames. Mais entre nous, soit on est en colère, soit on n'est pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que chez nous, nous n'avons pas le même sens de priorité que les Français. Alors, on a entendu, enfin certains se sont donc indignés de cet élan de colère, mais les courageux casseurs sont restés calfeutrés, c'est ce qu'ils avaient de mieux à faire d'ailleurs, comme l'a dit mon camarade. Et la presse, en fait, a préféré relayer le saccage d'une mosquée, alors que c'était juste la devanture d'un local, un local associatif, dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un culte musulman, un lieu de culte musulman. La presse s'est empressée de relayer le saccage d'une mosquée et a passé sous silence l'agression de la veille et les propos racistes qui étaient « sale Corse, vous n'êtes pas chez vous ici ». On a donc assisté à un déferlement de haine médiatique à l'encontre d'un petit peuple européen qui ne veut pas se laisser faire et qui refuse que son décor finisse par ressembler à ces ambiances crasseuses des banlieues françaises. Alors, comme il a été dit plus tôt, cet événement intervenait quelques jours après l'élection des nationalistes. Alors certains ont crié au complot de l'État, d'autres ont parlé de manipulation de l'extrême droite. En fait, il n'en est rien. C'est juste le réel qui a rattrapé tous les fantasmes des vivres ensemblistes, de la poignée de vivres ensemblistes insulaires. Et l'État a été pris de court par la révolte spontanée populaire. Alors, on a appris à ce moment-là, finalement, pour résumer, que les étrangers de Corse étaient aussi corses que nous. Alors évidemment, en coulisses, personne ne le pense une seule seconde. Mais cela démontre un peu les limites du nationalisme institutionnel, parce que quand certains passent leur temps à rechercher dans les yeux de ceux qui nient notre existence la reconnaissance, sont obligés à la fin de se présenter en odeur de sainteté à la table des négociations avec les maîtres. Mais enfin, ces événements ont permis de prendre conscience que, au-delà des propos délirants d'une minorité, d'une poignée d'antiracistes, il y a les réalités socio-culturelles de la Corse. Parce que, officiellement, le peuple corse serait, selon ce que certains répètent religieusement dans l'île, une communauté de destin. Mais ce concept qui est né dans les années 80 est vraisemblablement né dans les loges. Ce concept n'est que la version insulaire du multiculturalisme hexagonal. Et à vrai dire, le concept de communauté de destin ne tient pas la route une seule seconde, parce que, à longueur d'année, on crie à la colonisation de peuplement. Mais entre nous, ça sert à quoi de parler de colonisation de peuplement si au final, tout le monde finit par se transformer en Corse au terme de quelques années de résidence? Finalement, le concept de communauté de destin est une négation de la colonisation de peuplement.
Donc quelque part, ceux qui tiennent ce concept-là font preuve d'une forme d'aliénation au dogme de l'oligarchie mondialiste. C'est pourquoi je disais qu'au-delà de ces propos délirants, il y a les réalités socio-culturelles de la Corse qui s'imposent en tout lieu. Certains ont beau marteler que la Corse a toujours fabriqué des Corses. Leur vision de l'identité, finalement, est semblable, est assez matérialiste, finalement, parce que, à l'image de ces raffineries agroalimentaires qui fabriquent des produits à la chaîne destinés à la grande consommation, en vérité, la Corse a toujours enfanté des Corses. Et je précise bien enfanté, et non pas fabriqué. Tout simplement parce que les hommes et les femmes qui sont arrivés chez nous, et je précise encore les hommes et les femmes, et non pas les peuples, parce que comme disait Dominique Vénère, un peuple peut intégrer l'individu, mais il n'intégrera jamais les communautés, les populations. Ces hommes et ces femmes qui sont arrivés chez nous avaient des points communs avec les Corses. Ils étaient la plupart du temps européens et chrétiens. Et s'ils ont fini par embrasser la Corse, c'est tout simplement parce que on entre chez les Corses par la famille. La famille. Alors maintenant, osons prétendre que les dizaines de milliers d'étrangers, toutes origines confondues, qui sont arrivés chez nous, sont entrés chez les Corses par la famille. La vérité, c'est que la beauté des peuples réside aussi dans leur aspect physique. Et entre nous, le peuple corse n'est réellement lui-même que dans sa latinité. Alors, pour contrer cette idéologie globaliste, nous avons décidé, entre compatriotes dissidents, de synthétiser cette idée de socle ethno-culturel commun autour du générique politiquement incorrect de Sangue Corso. Sangue Corso, le sang corse. Un générique qui a vocation à faire un effet d'électrochoc vis-à-vis des Corses anesthésiés par la propagande métissolâtre et le concept fumeux de communauté de destin. Un générique qui vise en premier lieu la diaspora, qui est malheureusement devenue une sorte de nébuleuse dans laquelle il devient difficile d'y reconnaître ses petits parfois, afin de rappeler les liens indissolubles qui unissent les Corses, ou qu'il leur soit donné de vivre au gré des aléas de l'histoire. Nous partons du principe que, à l'heure de l'effondrement économique et spirituel de l'Occident, à l'heure de la crise migratoire, à l'heure du conflit de civilisation, il est plus que jamais nécessaire de se mettre à l'abri et de faire un retour aux racines, un retour à la terre, parce qu'on n'est jamais mieux en sécurité que chez les siens. Cela implique le rejet de la francisation, cela implique le rejet de la société où l'on voue un culte à la surconsommation. Cela implique le rejet de la société pompeusement appelée multiculturelle, mais qui est en réalité multiproblématique. Une société qui découle de la logique remplaciste du capitalisme sauvage, dans lequel les hommes, finalement, n'ont pas plus de considération de valeur que des marchandises. L'heure n'est vraiment plus à parler de communauté de destin. Il est véritablement à parler de destin de notre communauté. Alors, le destin de notre communauté, de nos communautés, réside dans le fait de transmettre la vie. Parce qu'un peuple ne peut assurer sa survie sur la base de populations qui ne représentent pas la continuité de ce qu'ont été ses ancêtres. Parce qu'on ne peut greffer la mémoire des uns sur la mémoire des autres. Alors, la haine de soi fait des ravages en Europe de l'Ouest. Le suicide européen réside aussi dans le fait de préférer l'étranger à son propre peuple. Trop d'Européens sont devenus des sortes de narcissiques mentaux en essayant de se persuader qu'ils étaient de bons humanistes ouverts et tolérants,
alors qu'ils méprisent au préalable leur propre peuple et civilisation. Pourtant, se soucier d'abord des autres, sans au préalable se soucier d'abord des siens, c'est vraiment de l'hypocrisie. Mais en réalité, leur préférence pour les autres leur sert juste de carburant afin de rejeter leur propre peuple. Ils sont les vrais racistes. Parce que, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Alors, préférer les siens, ça n'implique pas forcément, même pas du tout, de mépriser les autres. C'est simplement le bon sens des priorités. Parce que comment vous dire? Un noyé ne peut sauver un noyé. Individuellement, on a tous le devoir, on a tous un cœur, on a tous une conscience, on a tous le devoir d'aider son prochain, donner sa chemise, mais dans le combat de l'anéantissement, contre l'anéantissement des cultures et identités, c'est à chacun de faire sa part. Alors, je vais terminer, chers camarades, en vous disant que l'avenir de notre civilisation dépendra de la capacité de nos peuples à se reproduire, à faire des enfants et à s'armer, dans tous les sens du terme, s'armer. Bien sûr. Si nous voulons que nos traits, notre mémoire, nos mémoires, nos cultures continuent à vivre à travers les générations futures, ce devoir, nous le devons envers nos ancêtres, nous le devons envers nous-mêmes et nous le devons à Dieu. Merci à tous.